Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous accueillir sur ce webinaire APEC Objectif Alternance. L'objectif, du coup, est de répondre à la question comment trouver et comment réussir sa recherche d'alternance. Durant une heure, nous allons partager ensemble des conseils concrets, des pistes d'amélioration pour vous accompagner et vous aider à trouver une entreprise d'accueil afin de suivre votre formation. Quelques consignes pour pouvoir profiter de cette interactivité. Vous avez en bas à droite de votre écran différents onglets. Vous avez un onglet chat qui va vous permettre de partager vos différentes réactions, commentaires par rapport à ce webinaire. Vous avez l'onglet questions qui va vous permettre du coup de remonter vos questions professionnelles, personnelles, où nous pourrons y répondre à la fin de ce webinaire. Et puis, vous avez aussi un question sondage. Ces sondages vont nous permettre de comprendre peut-être aussi aujourd'hui le frein que vous rencontrez dans le cadre de cette recherche d'alternance. Nous savons qu'il y a un caractère urgent par rapport à la rentrée qui a peut-être déjà démarré dans votre établissement. Et nous sommes là justement pour pouvoir vous aider, vous donner vraiment tous les conseils qui vont vous permettre d'améliorer cette recherche, qu'elle dure depuis plusieurs mois ou qu'elle soit finalement depuis quelques semaines mise en place. Nous sommes mobilisés du coup pour vous. Afin de comprendre justement les différents freins que vous rencontrez dans cette démarche de recherche d'alternance, donc je vous propose de nous partager justement vos impressions et le frein principal, je dirais même, que vous rencontrez par rapport à cette recherche. Alors, donc, vous avez peut-être aujourd'hui un manque de confiance, peut-être peu ou pas d'entretien, vous ne trouvez peut-être pas d'offres, des difficultés peut-être aussi à cibler des entreprises. Donc, n'hésitez pas à répondre au sondage en bas à droite de votre écran pour justement nous partager les principaux freins que vous rencontrez aujourd'hui. Je vais vous dire quelques petits mots sur l'APEC. Qui sommes-nous? Donc, en un coup d'œil, l'APEC, c'est l'Association pour l'emploi des cadres. Nous avons différentes missions. La première mission, c'est d'accompagner les étudiants de l'enseignement supérieur, les jeunes diplômés, ainsi que les cadres dans leur évolution professionnelle. Nous aidons également les entreprises à recruter et nous avons un observatoire du marché de l'emploi cadre qui publie chaque année des études sur les évolutions et les tendances de ce marché de l'emploi. Vous retrouverez nos différentes études sur le site corporate.apec.fr. Je vous ai également partagé un petit QR code qui va vous permettre de créer votre compte APEC pour pouvoir bénéficier de nos services gratuits. Durant cette heure-ci, je ne serai pas toute seule. Nous allons accueillir du coup différents invités. Donc, je vais commencer par me présenter et puis je vais vous inviter aussi à vous présenter à tour de rôle. Donc, je suis Carole Bassène, consultante en développement professionnel au Centre APEC de Bordeaux. Bonjour à tous et à toutes, je suis Scheherazade d'Almeida, consultante en développement professionnel comme ma collègue Carole et je suis basée à Paris. Bonjour à tous, moi je suis Candice Lascar, je suis responsable de la campagne alternance du groupe BPCE. Donc BPCE, c'est l'acronyme des banques populaires caisses d'épargne, mais pas que. Vous avez des autres grandes marques telles que Natixis, la Casdel, le Crédit Coop. Et je suis aussi responsable du programme Ambassadora. Et bonjour, donc moi je suis David Alexandre Gava, je dirige le recrutement pour le groupe Siemens en France et dans quelques pays autour. Et très content d'être là avec vous. Bonjour à toutes et à tous, moi donc je suis Florence Maga, je suis manager d'une équipe de 25 consultants spécialisés en recrutement et développement professionnel pour le groupe Orange. Merci. Alors, je vous ai préparé quelques questions qui me paraissent importants et pertinents. Donc, nous allons laisser un petit peu de place à des échanges et nous profiterons aussi d'un instant du coup pour avoir les questions
de vous, participants. Sachez que vous avez la possibilité de les liker, ces questions qui sont posées, en fait, hein, dans l'onglet questions pour qu'elles remontent et qu'on pourra, du coup, y répondre facilement à la fin du webinaire. Premier échange, c'est déjà de comprendre aujourd'hui, dans ce sondage, le frein qui remonte le plus. Chez Razad, je constate que c'est voilà, le manque d'entretien, peu ou pas d'entretien. Qu'en penses-tu ? Alors effectivement, hein, Carole, je rejoins et je comprends la difficulté d'accéder à l'entretien, puisque l'entretien est un long processus qui s'inscrit au moment donné où vous avez déjà décroché un entretien et décroché un rendez-vous suite à l'envoi de votre CV ou de votre candidature. Et c'est ce que nous allons voir maintenant avec nos invités. Oui. Je m'interroge sur, j'entends souvent qu'il y a plus d'offres de disponibles en cette période, que c'est trop tard, que ça ne sert plus à rien finalement de mettre en place des recherches. Ça, c'est ce que j'entends dans mon bureau. Cependant, ce n'est pas la réalité. Et Florence, pourquoi, à votre avis, reste-t-il encore des offres d'alternance à pourvoir aujourd'hui ? Alors déjà, il ne faut pas vous décourager parce que oui, il reste des annonces à pourvoir et ce pour plusieurs raisons. Parce que des fois, on n'a pas tout à fait terminé nos campagnes de recrutement. Donc, par exemple, chez Orange, il nous reste encore une bonne trentaine de postes à pourvoir sur le territoire en France. Et donc, c'est aussi une fin de campagne, mais elle n'est pas tout à fait terminée. Il y a aussi une autre chose, c'est que parfois, il y a des créations de nouvelles offres, c'est-à-dire qu'au moment où on démarre nos campagnes, le besoin il n'est pas forcément identifié, ou il n'y a pas forcément de tuteur qui est disponible. Il peut y avoir des projets de réorganisation aussi qui n'étaient pas encore matures. Donc, il y a des créations de nouvelles annonces dans les entreprises qui peuvent se faire. Et puis, comme j'ai dit, il y a des entreprises qui ont des nouveaux projets, donc peut-être avec de nouveaux besoins. Il y a aussi le fait qu'on peut avoir des candidats qui se désistent. Donc, oui, ça peut arriver aussi, un candidat qui, lui, a eu la chance d'avoir plusieurs propositions, puis finalement qui dit, voilà, un peu tardivement, finalement, je ne viens pas chez vous, j'ai trouvé autre chose. Et donc, c'est une opportunité pour quelqu'un d'avoir accès à une nouvelle annonce. Donc, oui, ne vous découragez pas, il y a des annonces. Et puis, le conseil que je peux vous donner dans votre recherche pour essayer de décrocher à l'entretien, c'est vraiment aussi de chercher vraiment pas que dans les grandes entreprises. Il y a aussi des PME, des petites entreprises qui peuvent offrir des possibilités. Et puis, et pour essayer de décrocher un entretien, essayer de passer en mode, c'est pas je cherche, c'est je vous propose, voilà, de même mettre à votre disposition. Je vous propose de partager ce que je vais apprendre. Et voilà, surtout, ne baissez pas les bras. Oui, il y a encore de nombreuses opportunités qui peuvent vous correspondre. Merci Florence. Et en effet, c'est de se proposer comme solution et pas comme demandeur finalement. C'est ce que j'entends. David Alexandre, comment identifier ces offres, ces opportunités aujourd'hui ? En fait, il y a plusieurs façons d'identifier les offres encore ouvertes. Il y a encore beaucoup d'entreprises qui cherchent et la plupart du temps, elles vont au plus simple. Quand vous êtes recruteur, le but, c'est d'aller vite. Et donc, le premier réflexe que vous avez, c'est d'aller vers les écoles, en fait. Donc, vous allez aller vers les écoles que vous connaissez ou les écoles qui forment au métier pour lequel vous avez des postes à pourvoir. Et qui vous ont parfois préaccepté. Donc, ce qui est important, c'est d'échanger avec vos écoles. Là, vous allez pouvoir faire remonter, avoir une vue certainement du marché. Vos écoles peuvent vous faire remonter des besoins. Un autre conseil, c'est de transmettez-leur un CV qui est à jour parce que très souvent, côté recruteur, ce que font les écoles, c'est qu'elles envoient les CV des jeunes qui sont encore en recherche aux entreprises. Donc, envoyer un CV qui soit propre, qui soit relu, voilà, et qui explique vraiment ce que vous avez envie de faire. Comme ça, les entreprises vont le recevoir et on peut vous recontacter. Un autre canal, c'est que certains jeunes des promos des écoles auxquelles vous postulez ont déjà trouvé. Très souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont faire remonter les autres pistes qu'ils ont pu avoir. Et si vous les connaissez en direct, vous avez aussi moyen d'échanger, de savoir que tel candidat a été pris à tel endroit, mais qu'il avait peut-être une ou deux autres pistes ailleurs et que c'est peut-être des pistes à explorer. Dans certains cas, d'ailleurs, ces jeunes-là peuvent vous recommander aux recruteurs. Il faut voir que vous cherchez, mais que le recruteur, il cherche aussi de son côté et que de temps en temps, il est aussi à la peine. Et voilà, il va lui manquer quelques candidats. Et si quelqu'un que vous connaissez peut vous recommander, parce que vous êtes dans la même promo que lui ou elle, ça peut toujours aider.
Une autre façon de chercher, bien entendu, c'est via les annonces. Toutes les annonces sont en ligne. Il y a tout un tas de job boards et je crois qu'il y a tout à l'heure un slide pour vous les présenter. Peut-être le plus gros, c'est le site du gouvernement, un jeune une solution. Là, vous trouverez beaucoup de choses, mais il y a beaucoup d'autres sites qui regroupent tout un tas d'offres intéressantes. Vous avez Engagement Jeune, vous avez Welcome to the Jungle, il y en a beaucoup. Job Teaser, par exemple, tous ces sites-là agrègent beaucoup de postes. Méfiez-vous juste parce que parfois, vous aurez des doublons sur les postes. L'idée, c'est de ne perdre pas de temps et ne postulez pas 3 fois aux offres qui sont les mêmes finalement. Et donc, tenez à jour un petit tableau pour savoir ce à quoi vous avez déjà répondu pour gagner du temps, sachant que oui, on est plutôt en phase de rentrée, donc c'est le moment plutôt d'en gagner. Une autre façon, c'est de participer à des salons, à des job dating. Donc là, des entreprises les organisent, la PEC en organise. Je sais que Jeunes d'Avenir en organisait un il n'y a pas très longtemps. Vous étiez peut-être dessus. Donc pour ça, Google est vraiment votre meilleur ami. Googleisez, regardez ce qui se passe même près de chez vous. Certaines municipalités les organisent encore. Et allez rencontrer les entreprises. Les entreprises, en fait, elles n'ont pas beaucoup de temps à perdre. Donc, si elles sont là, c'est qu'elles ont encore des postes. Tout à l'heure, Florence vous disait que chez Orange, il y en avait une trentaine. Aujourd'hui, chez Siemens, il en reste une dizaine. Donc, peut-être qu'elles correspondent à vos profils. Donc, n'hésitez pas à postuler. Faites jouer votre réseau. Vous avez tout un tas d'amis, de collègues, de copains ou d'anciens tuteurs. Si vous avez déjà fait des stages ou de l'alternance, vous pouvez tout à fait les relancer également. Les réseaux sociaux, ça peut aussi aider. Sur LinkedIn, n'hésitez pas à mettre un petit post, une petite vidéo de vous, bien faite évidemment, sinon ça va vous desservir. Mais vous pouvez aussi, je sais que nous, on a recruté parfois des jeunes qui avaient simplement communiqué sur le fait qu'ils cherchaient. Et ça peut suffire. Voilà. Donc, priorisez vos actions. Il y a encore des choses à faire. Je voulais juste rajouter par rapport à la question d'avant, il y a aussi des écoles qui forment tout au long de l'année, notamment dans le domaine du digital. Je pense à Open Classrooms, mais ce n'est pas les seuls. Donc, si vous ne trouvez pas là maintenant, ce n'est pas forcément dramatique. Il y a d'autres opportunités, d'autres portes qui vont s'ouvrir dans les semaines qui viennent. Explorez-les. Voilà. Merci, David Alexandre. Donc, à retenir, du coup, c'est vraiment de multiplier les stratégies. C'est vrai que ce n'est pas uniquement l'offre d'emploi, ce n'est pas uniquement le réseau, ce n'est pas uniquement la candidature spontanée, c'est vraiment la multiplication des actions, des types d'actions qui vont faire que vous serez au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne. Donc, soyez proactifs. Choisissez en fait aussi les structures que vous avez envie de solliciter. Pensez, comme le disait Florence, aux TPE, PME, ou peut-être que parfois les prises de décision seront plus rapides. Pensez au réseau, école, alors école avec un S, parce que ça peut être pertinent aussi pour vous d'être préinscrit dans plusieurs établissements et pas uniquement un seul établissement, parce que ces écoles, en effet, je suis tout à fait d'accord avec Alexandre, elles ont un réseau. En parler à votre entourage. Voilà, c'est vrai que parfois, on ne partage pas suffisamment son projet de formation avec ses proches et pourtant, la solution peut venir des fois d'un oncle ou d'une tante qui a aussi du réseau. Donc, il ne faut pas l'oublier. À la fin du webinaire, je vous inviterai à télécharger une boîte à outils où nous avons, pour faire gagner du temps, recensé des sites de recrutement, les événements aussi qui sont à venir là sur ce mois d'octobre pour que vous puissiez déjà les booker dans votre agenda. Et puis, c'est aussi peut-être d'approcher des acteurs de l'alternance tels que les OPCO, les opérateurs de compétences. Donc, il y en a 11 en France. Donc, n'hésitez pas aussi peut-être à aller visiter les sites en fonction de votre projet professionnel et de la branche que vous allez viser. Et puis, vous avez des structures qui sont des centres d'animation, de recherche et d'information sur la formation qui peuvent aussi vous permettre de collecter de l'information sur le marché, sur les événements. Donc, n'hésitez pas à aller repérer en fait ces informations-là pour ne pas faire finalement beaucoup comme tous les candidats qui vont uniquement sur un job board. Il faut multiplier les actions. Alors, Candice, quelle stratégie du coup je vais mettre en œuvre? Voilà, j'ai identifié une candidature spontanée, j'ai identifié une offre. Qu'est-ce que vous pouvez du coup conseiller comme stratégie aux participants? Alors, en fait, on va travailler sur 2 grands axes. Le premier, il est très important et vous le connaissez, la PEC vous l'a dit, vos écoles vous l'ont dit, ça va être de personnaliser tous vos outils de recrutement. Donc, le premier outil de recrutement,
qu'on a à sa portée, c'est le CV. Donc, la candidature, il faut que ce soit le bon intitulé de poste que vous visez, l'intitulé de l'entreprise, pas des intitulés génériques ou voire pire, pas d'intitulé du tout. Et en dessous, votre intitulé de poste, n'hésitez pas, petit conseil que je vous donne, à mettre une petite baseline avec vraiment vos points forts sur ce poste. Donc, par exemple, si vous êtes commercial et que vous êtes bilingue, bah, n'hésitez pas à mettre expérience de commercial ou commercial bilingue. Ou si vous êtes expert d'une technologie ou que vous avez une mobilité nationale ou régionale, n'hésitez pas à l'indiquer sous l'intitulé de poste pour personnaliser votre projet et l'adéquation avec le poste que vous recherchez. Autre point, et on l'a évoqué, très important aussi, avec effectivement David Alexandre, c'est le réseau. Et le réseau, il faut le solliciter. Donc déjà, allez regarder le profil du recruteur, le nom du recruteur si vous l'avez, mais si vous ne l'avez pas, allez chercher quels sont les recruteurs. Si vous savez qui recrute, n'hésitez pas à lui écrire nominativement. Allez regarder dans votre profil si vous avez des contacts de ces recruteurs de cette entreprise. Ils vont vous être très précieux. Vous pouvez les solliciter en leur expliquant dans LinkedIn, dans la messagerie, que vous avez un entretien ou que vous avez postulé, que vous aimeriez avoir quelques informations complémentaires pour professionnaliser votre démarche et être opérationnel le jour J. Donc, regardez dans votre réseau de contacts s'il y a des connexions communes. Et puis, le deuxième point, c'est être proactif dans sa recherche. Donc, vous allez, si effectivement ce sont des entreprises qui vous intéressent très fort, vous allez vous abonner à leurs réseaux sociaux. Pourquoi ? Typiquement, moi, je parle sur notre actualité. On poste tout sur le groupe BPCE, des actualités liées au JO, des actualités commerciales, des actualités RH. Et en fait, ça permet à vous, étudiants, de récupérer de l'information sur cette culture d'entreprise, sur ses valeurs, sur l'activité et l'actualité de l'entreprise. Ça va nourrir vos courriers, vos échanges, et ça va vous donner un vocabulaire, le vocabulaire de tout simplement professionnel de l'entreprise. Et puis, je dirais que n'oubliez pas aussi les plateformes d'ambassadeurs. C'est très précieux. Ces plateformes, vous les retrouvez sur des sites qui sont gratuits pour vous, payants pour nous, entreprises, mais ça va être par exemple My Job Glasses, peut-être que certains d'entre vous les connaissent déjà, FastMotion, ou si les entreprises ne sont pas sur ces plateformes, elles ont des sites internet parfois avec des ambassadeurs qui sont en ligne, que vous pouvez solliciter. Et ça va être un moyen de récupérer soit des contacts, soit effectivement de la matière pour vos entretiens. Et puis, comme expliquait David Alexandre, je rebondis et je confirme sur les salons. N'hésitez pas, si effectivement il y a des entreprises qui sont présentes sur les salons dans lesquels vous avez postulé, à aller les rencontrer, à voir le recruteur et lui dire, écoutez, je suis très motivée, votre entreprise m'intéresse vraiment très fortement, j'ai postulé sur tel poste, je viens vous voir pour vous confirmer mon intérêt, voilà, où vous en êtes du recrutement, vraiment c'est quelque chose qui me tient à cœur, quelles sont les opportunités qui restent encore ouvertes chez vous, votre entreprise me plaît pour telle et telle raison, enfin voilà, comme ça vous permet de donner effectivement un côté proactif à votre démarche qui n'est pas seulement attentiste, d'attendre la réponse à votre candidature. Et dernier point, le réseau d'alumni. Très probablement, alors les réseaux d'alumni ne sont pas dans toutes les écoles, mais beaucoup d'écoles ont leur propre réseau d'alumni. Ça va être une source d'information précieuse entre ceux qui ont déjà fait leur stage ou alternance dans ces entreprises, ceux qui postulent aussi, ceux qui sont des anciens de cette entreprise. Enfin voilà, vous avez aussi la possibilité de solliciter les réseaux alumni de votre école. Merci Candice pour toutes ces informations. Donc si je dois retenir voilà, différents points sur la méthode, la stratégie, c'est vraiment de sélectionner les entreprises voilà, en adéquation avec mon projet, avec mes valeurs, et puis de les relancer, mais pas pour parler de ma candidature en fait, c'est ce que j'entends, c'est plutôt de parler de leur organisation, de comment... quels sont les besoins aujourd'hui, comment je peux m'améliorer. Donc ça, c'est aussi très important de mettre en avant là où les compétences recherchées sur le CV pour pouvoir personnaliser ce CV et répondre justement aux besoins de l'entreprise. Les mots-clés, on va beaucoup en parler sur ce webinaire, c'est très important. Aidez-vous aussi peut-être des fiches métiers, comme sur le site de l'APEC, vous avez différentes fiches métiers. Les ambassadeurs, je vais compléter Candice avec peut-être aussi Explore Job, avec ambassadeurmétier.com.
vous pouvez aussi solliciter. Et oui, je suis tout à fait d'accord, le réseau Alumni, parce que finalement, voilà, la personne qui est passée par là il y a quelques mois ou quelques années va être aussi sensible à votre démarche et sera peut-être plus ouverte à pouvoir vous partager son expérience, parce que cette expérience, elle la maîtrise, vu qu'elle l'a rencontrée il y a quelques temps. Et puis, ne pas oublier de tenir à jour ce tableau de suivi. C'est très important pour faire le point justement sur votre avancée. Et puis, demain, vous êtes recruté en alternance. À la fin de l'alternance, vous êtes peut-être en recherche d'emploi, de CDI. Vous allez retrouver ce tableau pour pouvoir peut-être repostuler auprès d'entreprises qui vous avez intéressé en 2023. Donc, c'est votre carnet de contact, en fait, ce tableau de suivi. C'est très important voilà, de mettre à jour et de le maintenir. Alors, j'ai une autre question sur le CV et notamment l'IA. David Alexandre, on entend beaucoup parler de l'IA. Est-ce que vous utilisez cet outil et qu'est-ce que vous pouvez nous dire en fait de ce fonctionnement? Parce que c'est vrai que ça peut un peu faire peur en tant que candidat de se dire c'est un robot qui va lire mon CV finalement. Oui, il ne faut pas avoir peur, pas encore, ça, je crains que ça vienne, mais je pense qu'on n'y est pas encore. C'est vrai que l'intelligence artificielle infiltre maintenant, et c'est multiforme comme technologie, ça infiltre beaucoup de domaines, et notamment le recrutement. Alors, on va dédramatiser. Ne pensez pas que, par exemple, si vous avez un entretien à distance, vous avez un avatar en face de vous qui vous pose des questions et qui va gérer l'entretien. On n'y est pas encore. Des startups travaillent dessus, ça va venir probablement, mais ce n'est pas encore le cas. En tout cas, ce n'est pas au point. Et les entreprises, aujourd'hui, la plupart ne prennent pas le risque de laisser les choses en l'état. Chez Siemens, où moi je travaille, par exemple, tous les CV sont ouverts manuellement par un humain. C'est-à-dire, on a un consultant qui va lire les CV les uns après les autres. Donc, ça fonctionne de cette façon-là. En revanche, on a besoin de gagner du temps. Et pour ça, notre groupe a mis en place de l'intelligence artificielle qui va faire un matching, donc qui va faire un pont entre les profils qui ont postulé et nos postes, mais sur la base des compétences. Et ce qui va être important ici, parce que le matching va se faire sur la base des mots ou d'alias, par exemple le terme ressources humaines, si vous l'avez marqué tel quel dans votre CV, ça va être reconnu. Si vous avez, mais l'outil pourra aussi reconnaître RH ou des alias ou des synonymes. Mais vraiment, il y a un enjeu pour vous à bien indiquer vos compétences, parce que sinon, vous n'allez pas ressortir. De la même façon, quand vous déposez votre CV sur un job board, par exemple, quand un recruteur fait une recherche sur la CV Tech, il va chercher la plupart du temps à base de mots-clés, à base de recherches dites booléennes, avec des parenthèses, des et, des ou logiques, et il va indiquer des synonymes ou des mots. Si ces mots ne sont pas dans vos CV, alors vous ne ressortirez pas. Voilà, je donne un autre exemple qu'on voit assez fréquemment. Imaginez par exemple qu'un recruteur cherche quelqu'un qui parle absolument le français. Il peut paramétrer en disant, voilà, je cherche quelqu'un, je mets un filtre français. Si vous ne l'avez pas dans votre CV, vous n'allez pas nécessairement ressortir, alors qu'un candidat étranger qui, pour lui, le français, c'est une compétence à laquelle il va forcément penser, parce que pour venir se vendre en France, il va mettre qu'il parle le français. Lui, à contrario, pourrait éventuellement ressortir davantage que vous si vous ne le mettez pas. Donc, parfois, oui, le français, mettre maternelle, ça ne mange pas de pain, et dans le cadre au moins de l'IA, ça peut vous permettre de remonter également. Voilà, et puis finalement, je voulais peut-être terminer sur un pied de nez, parce qu'on parle d'intelligence artificielle côté entreprise, mais finalement, vous aussi, vous pouvez vous en servir, notamment pour vous aider, attention, pour vous aider à rédiger vos lettres de motivation, par exemple. Vous avez l'intelligence artificielle générative, je pense à ChatGPT notamment, ou à Bard chez Google, qui peuvent vous aider à rédiger une lettre de motivation. Personnalisez-la, bien entendu, il faut que ça infuse votre propre personnalité, mais vous pouvez aussi gagner du temps et peut-être éviter quelques coquilles et fautes d'orthographe par ce biais-là. Voilà ce que Merci je peux dire. Beaucoup. Mais super. C'est vrai que de toute façon, l'outil reste paramétré par l'humain. C'est ce que je retiens dans ce que vous nous partagez, David Alexandre. Et il faut dédramatiser. Je pense qu'il faut bien partir des offres d'emploi et des fiches métiers pour ne pas partir non plus sur des mots, des termes, des terminologies un petit peu exotiques, je dirais. C'est vrai que des fois, on veut se démarquer et on va chercher compliqué, notamment sur les titres de CV. Et ce n'est pas forcément l'idéal, parce que le matching derrière ne s'opère pas. Donc, l'importance des mots-clés, on y revient.
Attention au logo, aux images qui ne seront pas repérées par l'IA. C'est vrai que si vous avez par exemple un drapeau pour une langue que vous parlez, peut-être écrire en blanc sur fond blanc anglais derrière. Voilà, ça permettra que le visuel soit toujours sympa si vous voulez garder vos drapeaux, mais que le robot puisse lire le mot. Le format PDF est le format qui reste recommandé aussi pour ce type d'outils. Donc, voilà, je vous invite systématiquement aussi à convertir vos fichiers en PDF. Vous pouvez aussi utiliser l'outil Matching APEC voilà, sur votre profil APEC pour justement tester ce profil avec une IA. Ça peut être intéressant aussi d'utiliser des sites comme cvrider.com qui va vous donner justement une visibilité sur comment est lu par la plupart des logiciels voilà, votre CV. Et puis, comme vous l'avez dit, pourquoi pas vous, en tant que candidat, utiliser l'IA avec une relecture, une modification derrière. Ça peut vous donner une trame, une base, mais ça ne fait pas encore, en tout cas pour moi, le job à 100%. Voilà, c'est important de relire et de revenir sur le besoin de l'entreprise. Voilà, j'ai pu lire des lettres de ChatGPT, de candidats. C'était très tourné sur moi, candidat. Et c'est vrai que on s'adresse à quelqu'un, même si on parle de soi. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Je pense que voilà, aujourd'hui, le logiciel, les outils, des fois, en tout cas, l'oublient. Candice, parmi nous, on a des personnes qui sont du coup sur… Ah pardon, j'ai passé une question. On parlait aussi du CV, mais n'oublions pas la lettre de motivation. Florence, du coup, est-ce que cette lettre, elle est utile voilà, parce que bon, le temps est compté. Donc, est-ce que nos participants voilà, sont invités à faire une lettre selon vous? Est-ce qu'elle est lue? Est-ce que vous la lisez? Enfin, voilà, c'est intéressant. Ah oui, alors j'ai vu d'ailleurs beaucoup de questions dans la rubrique questions sur ce sujet. Alors, moi, je peux parler pour nous. Oui, nous les lisons parce que voilà, ça nous permet de rentrer et de faire plus connaissance que sur un CV à plat qui parle plus de vos compétences. Alors après, souvent on me pose la question, est-ce qu'il faut en faire ou pas en faire? Alors, moi je dirais, il faut en faire si elle est bien faite. Et si c'est pour faire une lettre très standard qui se ressemble et qui n'apporte rien, mieux vaut ne pas en faire. La lettre, c'est un atout pour justement aller décrocher un entretien. Alors, j'ai vu des questions sur est-ce qu'il faut la personnaliser? Oui, c'est vrai que ça prend du temps, mais c'est mieux. Et puis, moi, je suis souvent très étonnée parce qu'on fait aussi de l'accompagnement, des trainings pour des candidatures. Et souvent, on me dit, mais moi, je ne sais pas quoi mettre dans ma lettre de motivation parce que c'est un exercice un peu formel. On n'est pas toujours très à l'aise à l'écrit. Alors, souvent, je dis, je vais juste te poser la question. Pourquoi tu candidates en fait sur ce poste? Pourquoi tu fais de l'alternance? Pourquoi tu n'as pas choisi un cursus classique? Et là, en fait, les gens, ils me répondent. Je dis, c'est ça qu'il faut mettre dans la lettre, en fait. C'est pas me dire qu'on est motivé. Je me doute bien qu'on candidate, on est motivé, vous êtes motivé, vous avez besoin de trouver une alternance. Donc, les lettres qui me disent tout le temps, je suis dynamique et motivée, bon, ok. Mais ça apporte rien. Enfin, évidemment qu'on imagine que vous êtes motivé. Par contre, qu'est-ce qui vous a motivé dans le choix de l'alternance? Qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre? Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter? Donc ça, c'est hyper important. Et là, on a envie de les lire, ces lettres, parce qu'on fait davantage connaissance. Je peux vous partager une anecdote, parce que j'ai vu aussi qu'il y a beaucoup de gens qui se questionnent sur la reconversion professionnelle. Moi, là, pour faire du recrutement, donc pour former quelqu'un au RH, je viens de recruter quelqu'un qui a un CV et qui est en reconversion professionnelle et qui jusqu'à présent était adjoint directeur dans un établissement de santé, dans un EHPAD. Bon, quand je reçois son CV, sur le papier, il cherche une alternance. Je ne comprends pas franchement pourquoi. Il a déjà un master. Bon, alors en fait, dans sa lettre, qui est très bien écrite, il ne me raconte pas ce que c'est Orange, je le sais. Il ne m'explique pas qu'il est dynamique et motivé. Mais par contre, il m'explique pourquoi il fait cette reconversion. Pourquoi il a envie de se professionnaliser sur la RH alors qu'il vient de mettre fin à un CDI qu'il exerçait depuis 2019. Donc en fait, il donne du sens. Et rien que ça m'a donné envie de le rencontrer. Et évidemment, vous doutez bien que c'est une belle histoire. Il a démarré il y a une semaine chez nous, un apprentissage, alors qu'à la base, je ne cherchais pas forcément quelqu'un avec ce profil.
Et pareil, une lettre de motivation, ce n'est pas forcément non plus un courrier. Moi, j'ai eu aussi des gens qui m'ont contacté sur LinkedIn. Et je vous ai dit tout à l'heure, passer de je cherche à je propose. Quelqu'un qui m'a contacté, bon, c'était pour un stage. Je vous propose de venir en stage chez vous parce que j'ai lu votre profil, j'ai vu ce qui pouvait vous intéresser. Bon, clairement, c'était un message d'approche bien ciblé. Qui avait déjà voilà, bien compris ce que nous on faisait, pourquoi éventuellement elle pouvait m'apporter quelque chose. Très clairement, je n'avais pas du tout prévu de recruter de stagiaires. La première fois, je lui dis, bon, ok, je vais vous rappeler pour échanger, comprendre votre besoin. Mais dans ma tête, c'était pour l'aider parce que vraiment, je ne voulais pas recruter quelqu'un. Je n'avais pas spécifiquement besoin ni envie d'avoir quelqu'un en stage. Et puis finalement, on a eu un échange très sympa. Et vraiment, il y a plein d'approches que je reçois qui ne sont pas du tout ciblées. Donc, ne croyez pas que je reviens vers tout le monde. De toute façon, c'est impossible. Mais par contre, là, je suis revenue vers cette personne qui avait vraiment fait une approche très ciblée où ça peut être un mail, ça peut être, voilà. Et puis, finalement, je n'avais pas du tout besoin, mais elle m'a tellement donné envie de l'accompagner. Et puis, je me suis dit, tiens, elle va nous apporter aussi des choses. Elle apprend des choses qu'elle pourra partager. Bilan, on l'a accueillie en stage 3 mois, alors qu'à la base, Orange, on prend des stagiaires minimum 6 mois. Donc, rien n'est jamais perdu. Mais voilà, dans vos lettres, parlez de vous, de qu'est-ce que vous cherchez et puis qu'est-ce que vous allez nous apporter. Et oui, c'est difficile de personnaliser, je sais, ça prend du temps. Mais si c'est pour envoyer des lettres bateau à la chaîne, n'envoyez rien. Parce que celles-ci, on n'a pas envie de les lire. Puis vous, c'est une douleur de les écrire. Donc, j'aime souvent dire, si c'est pénible à écrire, pour nous, c'est pénible à lire. Donc, faites comme si vous nous parliez. Qu'est-ce que vous nous raconteriez? Et puis là, vous allez trouver la matière à écrire. Merci beaucoup, Florence. Donc, à retenir, du coup, c'est vraiment de garder cet élément de personnalisation, s'adresser à quelqu'un. C'est vrai qu'on est assez sensible quand on reçoit un courrier au nom de Madame Bassène plutôt que Madame Monsieur. Voilà, donc c'est vrai que c'est aussi important de personnaliser et puis de se positionner en tant que solution, encore une fois, quelque chose, une plus-value à apporter. C'est important aussi peut-être de préciser des fois le rythme de l'alternance, la formation sélectionnée. On peut le faire apparaître aussi sur le CV ou on peut le compléter dans la lettre de motivation. Et attention aux fautes d'orthographe et au fameux copier-coller, parce que c'est vrai que en tant que candidat, quand on a tendance à envoyer beaucoup de candidatures, on se trompe un petit peu. On a envoyé à Madame Bassène le CV pour Madame Lascar et là, du coup, c'est envoyé oups. Et c'est vrai qu'on perd un peu aussi en crédibilité. Donc, se relire, c'est aussi très important. Vous pouvez solliciter sur le site de l'APEC le service Réussir sa candidature, où vous aurez du coup un regard croisé avec un consultant APEC sur votre CV, sur votre future candidature en alternance, CV et lettre de motivation. Donc, n'hésitez pas à faire appel à ce service pour avoir un regard croisé. Après, on le sait, les outils, c'est très personnel aussi. On ne sera pas toujours tous d'accord. On n'écoute pas toujours tout le monde non plus parce que chaque recruteur est différent et il y a des sensibilités un petit peu différentes. Donc, parfois, j'ai envie de vous dire, faites-vous confiance sur justement votre outil et puis testez-le. Voilà, un candidat qui n'a pas d'entretien, il faut qu'il refasse son CV, même si finalement il lui plaît. C'est peut-être que les mots-clés, justement, ne sont pas en adéquation ou qu'il n'est pas très lisible. Trop d'informations tue l'information aussi, on a tendance à dire. Donc, c'est important de le tester, ce CV. Un CV où il y a des retours, en fait, finalement, c'est un CV qui reste efficace. Donc, on parlait des profils aussi en reconversion. Candice, je vais passer. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut valoriser justement? Alors, Florence nous a un petit peu partagé une expérience et c'est chouette d'entendre du coup. C'est une belle transition. Le fait qu'on est ouvert à cette démarche de reconversion, mais ce que j'ai entendu, c'est qu'elle s'explique, cette démarche. Oui. Et qu'est-ce qu'on peut valoriser pour vous, selon vous, Candice, dans une démarche de reconversion? Alors, déjà, il faut qu'on partage ensemble une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, la reconversion professionnelle, ça n'est plus tabou, ce qui n'était pas forcément le cas dans les ressources humaines il y a encore quelques années. C'est lié à quoi? C'est lié aux difficultés de recrutement de beaucoup d'entreprises, dont la mienne, le groupe BPCE. Nous, on a dans chacune de nos caisses et nos banques des profils en reconversion professionnelle. Pourquoi? Parce qu'on est sur des métiers pénuriques, alors notamment sur les métiers de commerciaux en agence bancaire. Et en fait, les RH et les opérationnels ont ouvert les processus de recrutement et ont aussi ouvert, attends, parce que Alexandre,
j'ai une capture de toi sur l'écran, ont aussi ouvert leurs chakras. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Alors, ce qui est important dans ces profils en reconversion qui n'ont pas beaucoup d'expérience, voire aucune expérience sur le futur métier visé, ça va être de rassurer les interlocuteurs. Comment on fait pour rassurer son interlocuteur? Déjà, c'est d'avoir construit son projet professionnel avec un fil conducteur. Et en fait, ce fil conducteur, qu'est-ce que ça va être? Ça va être d'avoir déjà identifié les compétences que j'ai du fait de mon parcours professionnel, que je peux transférer sur ce nouveau poste, que j'ai identifié, que je connais, et aussi la partie des soft skills. Ça va être vos qualités intrinsèques, toutes vos compétences humaines que vous allez pouvoir transférer dans l'autre environnement. Alors, soit vous les avez déjà, et c'est très bien, et vous les avez bien identifiés, soit vous allez pouvoir rassurer le recruteur ou l'opérationnel sur le fait de dire « j'ai déjà réfléchi à mon projet, j'ai déjà identifié les compétences techniques ou relationnelles qui peuvent me manquer et je suis en train de me former ou en tout cas, je me renseigne. » Et là, vous pouvez appuyer votre démarche par les échanges que vous allez avoir eus peut-être avec des experts, des métiers qui vous intéressent, des gens que vous auriez sollicités par le réseau. Vous avez aussi, avec les consultants APEC, des plateformes à disposition pour aller échanger lorsque vous êtes en reconversion avec des experts qui peuvent répondre à vos questions sur la reconversion professionnelle. Et donc, tout ça, ça va vous donner un petit peu plus d'assurance et ça va rassurer votre recruteur sur la faisabilité de ce transfert qui, du coup, devient moins anxiogène, mais plus rassurant. Parce que vous avez réfléchi et vous avez aussi une bonne connaissance de vos lacunes. C'est-à-dire que vous êtes en capacité de dire, alors je sais qu'il me manque ces compétences, mais j'y travaille. Je sais qu'il y a ces points vraiment incontournables. Je me suis renseignée, j'ai contacté des gens de votre entreprise ou de vos concurrents. Je travaille en me formant, je travaille sur ces aspects. Donc voilà, ça permet de dédramatiser la reconversion. Et effectivement, nous, par exemple, nous recrutons des conseillers clientèle qui ont une dimension commerciale, mais qui ne viennent pas du secteur bancaire, qui n'ont pas fait de BTS banque, qui ont fait de la grande distribution, par exemple, ou de la relation clientèle, et qu'on va former pendant 1 an au métier de banquier et à la profession réglementaire et à toutes les activités propres et spécificités au groupe BPCE. Donc, c'est réel et c'est possible. Le tout, c'est de vraiment bien préparer son projet pour rassurer son interlocuteur. Merci beaucoup, Candice. Et en effet, c'est important. Moi, si je retiens quelque chose, c'est de construire cette démarche de reconversion. C'est pas je me suis levée un matin et finalement, chargée de communication, ça ne me plaît plus. J'ai envie de travailler dans les ressources humaines. Je m'inscris dans une école et puis j'envoie des CV. Non, c'est vraiment aller chercher de l'information, enquêter, faire le point, comme vous partagez, Candice, sur quelles sont mes forces et puis quels sont les axes à améliorer finalement. Et si on passe par la formation, c'est justement pour arriver à cette finalité, par exemple, de reconversion. C'est aussi peut-être de confronter vos recherches à la réalité du terrain. Donc, pensez peut-être à l'immersion professionnelle. Vous avez un site qui s'appelle immersionfacile.beta.gouv.fr qui vous permet du coup d'aller rechercher des entreprises pour faire un vie ma vie, par exemple dans un service RH, si vous avez envie de devenir RH, ou parce que des fois on a certaines représentations aussi de métiers, et quand on va confronter le projet à la réalité du poste, on se rend compte que peut-être c'était pas le poste ou la reconversion qu'on devait amener. Et c'est vrai que dans nos bureaux avec Sherazade, on accompagne aussi à cette confrontation, à cette clarification, cette confrontation, et après à la mise en place du plan d'action pour atteindre le projet de reconversion. Pensez peut-être aussi aux MOOC, parfois en ligne, aux formations en ligne, qui permettent aussi d'ajouter une ligne sur le CV, de rassurer le recruteur pour expliquer finalement, c'est pas je me suis levé un matin, c'est vraiment construit, travaillé. Et puis proposer une plus-value à l'employeur, parce que souvent quand on est en démarche de reconversion, on est sur du contrat de professionnalisation adulte, et c'est vrai que vous serez en concurrence avec du contrat de pro jeune, et c'est important peut-être de dire le projet il est peut-être différent aujourd'hui, vous avez du mal à recruter, finalement formez-moi pendant 1 an
accompagnez-moi à ma transition professionnelle. Ça fera une petite période d'essai peut-être plus longue aussi pour vous, employeurs, quelque part. Et ça vous permettra de me former finalement à vos méthodes, à vos pratiques. Et puis, je pourrai vous enrichir de mon expérience passée et de justement mes savoir-être. Donc, ça, c'est aussi très important. Vous avez aussi le 21 novembre une journée spécifique sur la reconversion professionnelle avec énormément d'événements en France. Donc, c'est comme vous disiez, Candice, c'est important de dire aujourd'hui, c'est plus tabou. Et on a même une journée nationale sur la journée de la reconversion professionnelle. Donc, voilà, je tenais à le souligner aussi. Alors, si je fais tout ça, avec tous les conseils là, que vous nous donnez et partagez, je vais décrocher des entretiens, c'est sûr et certain. Alors, quels conseils, du coup, pourriez-vous nous partager, Florence, pour pouvoir me préparer déjà à l'entretien? Alors, déjà, c'est une bonne nouvelle d'avoir un entretien, parce que voilà, vous l'avez dit, ce n'est pas toujours facile de le décrocher, donc c'est une super opportunité, donc il va falloir bien se préparer pour avoir de l'efficacité. Alors, bien se préparer, ça ne veut pas dire réciter. Ça ne veut pas dire bachoter, parce que là, d'abord, ce n'est pas ce qu'on va rechercher. On ne cherche pas des gens qui apprennent les choses par cœur. Par contre, voilà, c'est important de se renseigner un petit peu sur l'entreprise, mais ce n'est pas ce qui va nous intéresser de nous raconter. Par exemple, moi, ça ne m'intéresse pas forcément beaucoup que vous me racontiez tout ce que fait Orange. Ça m'intéresse de savoir que vous êtes renseigner, parce que c'est une preuve de motivation. Donc, mais par contre, voilà, ce qui va, moi, m'intéresser dans l'entretien, c'est d'essayer de vous connaître, de vous comprendre. Donc, on se prépare. Et comment on se prépare? Donc, déjà, premier conseil, il faut se préparer en essayant de rester naturel. Donc, on n'apprend pas par cœur, mais on ne récite pas. La deuxième chose, souvent, que je dis aux gens que je prépare, c'est écrivez sur un papier, réfléchissez aux 10 choses que vous voulez absolument dire sur vous, au recruteur. Pourquoi? Parce que vous allez vous mettre déjà au clair là-dessus. Et puis surtout, une fois que vous avez quitté l'entretien, alors que ce soit en physique ou qu'on a coupé la caméra, vous ne pouvez plus revenir faire toc-toc. J'ai oublié de vous dire que ça, c'était hyper important. Ou là là, ça, je ne l'ai pas dit, mais en fait, c'était hyper, pour moi, différenciant et je n'ai pas pris le temps de le dire. Donc, une fois que vous avez bien écrit les 10 choses que vous voulez absolument dire, vous allez vous entraîner à essayer de le dire. Et moi, souvent, ce que je conseille, c'est de s'entraîner à voix haute. Pourquoi? Parce que souvent, on va vous demander peut-être de commencer à présenter votre CV, qui vous êtes, et donc on est en stress. Si vous avez fait déjà à voix haute tout seul chez vous, vous allez voir un peu sur les mots où vous savonnez, vous n'êtes pas très à l'aise, les transitions qui ne se font pas. Et puis surtout, ça va vous rassurer et vous allez gagner en aisance. Les premières minutes sont un peu stressantes en entretien. Donc, si vous avez un peu déjà parlé à haute voix, vous êtes entraîné, quand vous allez démarrer, sans pour autant être dans comme je le dis, dans la récitation, vous allez gagner en confiance et vous allez être plus à l'aise pour entrer dans l'entretien. Ensuite, voilà, moi, ce qui est important aussi, c'est des petites astuces, mais on a eu des fois des étudiants ou voilà, des candidats alternants qui sont arrivés un peu en stress. Préparez sur un papier que vous mettez aussi avec vous le nom de la personne que vous allez voir, l'horaire, l'endroit. Renseignez-vous sur comment y aller pour arriver à l'heure. Et moi, pareil, je peux vous partager une anecdote. Il y a quelque temps, on a eu une candidate qui avait décroché un entretien et puis qui se présente dans un bâtiment à Cœur Défense en disant voilà, j'ai un rendez-vous pour un entretien. Et elle était en stress à l'accueil, mais je ne sais plus avec qui. Alors, le petit problème, c'est qu'on a 11 étages. Donc, voilà, donc un instant de panique, alors qu'en fait, il aurait suffi qu'elle ait le papier marqué dans un petit calepin. Bon, heureusement, elle a retrouvé, bien évidemment, mais voilà, donc nous, entre-temps, on avait essayé de trouver, on a trouvé du coup qui c'était aussi, mais ça lui rajoute du stress un peu inutile, donc on se prépare. Et aussi une question qu'on me pose souvent, est-ce que je peux venir avec mon CV dans l'entretien ou est-ce que je peux venir avec la feuille où je veux dire les 10 choses, par exemple, je les ai marquées, mais voilà, est-ce que je peux avoir un pense-bête? Oui, bien sûr, vous pouvez. La seule chose qu'on vous demande, c'est pas de le lire. C'est pareil, puisqu'on perd le côté naturel, puis on perd la connexion avec vous. Voilà. Donc, vous pouvez avoir des papiers, vous pouvez prendre des notes, vous pouvez venir avec. Mais voilà, vraiment, c'est une super opportunité de décrocher un entretien. Ça veut dire que déjà, votre candidature, elle intéresse. Du coup, préparez. Préparez, tout en restant naturel. Ne bachotez pas. Voilà mes conseils. Merci beaucoup, Florence.
Une dernière question du coup, et puis après on laissera la place aux questions de nos participants. Vous avez le chat questions, donc n'hésitez pas à les pousser, à les remonter, à les poser du coup pour qu'on puisse échanger sur le dernier quart d'heure aussi sur vous, les questions que vous pourriez vous interroger auxquelles on n'a pas pu répondre sur cette petite heure. Donc pour se préparer, du coup, on a bien entendu Florence, et du coup sur le jour J, quel conseil, David Alexandre, pourriez-vous donner là, à nos candidats? Oui, je vais donner quelques conseils un peu en rafale. Bon, bien entendu, essayer de pas être en retard, donc essayer d'être à l'heure, hein, si possible un peu en avance. Alors, pas forcément 2 heures. Arriver 15-20 minutes en avance, prenez le train ou le bus d'avant, comme ça vous êtes sûr d'être là. Arriver en retard, ça ne donne pas forcément une bonne image de vous. Et puis, même si les recruteurs sont habituellement plutôt bienveillants, ils ont aussi un agenda chargé et leur métier, en fait, c'est de sélectionner, de dire oui à certains et non à d'autres. Donc, ne leur donnez pas d'arguments pour vous dire non, hein, vous n'avez même pas encore défendu votre candidature. Hein. Et si vous êtes en retard, pensez à prévenir la personne. Voilà, excusez-vous, ça peut arriver, tout le monde comprend que vous soyez en retard. Mais la moindre des politesses, c'est de prévenir. Aussi, arriver en avance, ça va avoir un autre avantage, c'est que ça va vous permettre de humer un petit peu l'ambiance qu'il y a. Vous allez rencontrer des gens de l'entreprise, enfin, en tout cas, vous allez les voir. Et si vous êtes en position de choix pour choisir d'entrer dans une entreprise plutôt que dans une autre, peut-être ce que vous avez senti, ça va vous aider aussi à faire ce choix en vous disant que vous êtes peut-être plus proche de la culture de telle ou telle entreprise. Sous un autre angle, alors parfois l'entretien ne va pas se passer en physique, il va se passer à distance. Et donc là, mon conseil, c'est bien sûr d'essayer de vous isoler, d'être tranquille, donc si possible dans un environnement où il n'y a pas trop de bruit, parce que ça va vous stresser vous-même. Évitez aussi les fonds chargés. Hein, voilà, c'est pas la peine que tout le monde sache que vous êtes un fan d'Harry Potter ou que vous collectionnez les Pokémon. Hein. Voilà, le fond, ça va forcément donner des infos sur vous qui sont peut-être pas les bonnes parce que peut-être que vous ne serez pas dans votre pièce à vous. Voilà, donc ayez plutôt un fond neutre ou mettez, comme on l'a fait pour nous, un fond avec une image, par exemple. Un autre conseil, bien sûr, c'est de relire l'offre à laquelle vous avez postulé, pour laquelle on vous rencontre avant. Ça, vous pouvez le faire au dernier moment, mais histoire de l'avoir quand même globalement bien en tête. Renseignez-vous, Florence vous l'a dit, renseignez-vous un peu sur l'entreprise, ça dénote quand même de votre motivation. Et puis, n'hésitez pas à préparer 2-3 questions sur le poste ou sur l'organisation de l'équipe. Souvent, on va vous poser cette question, voilà, est-ce que vous en avez à nous poser? C'est mieux de ne pas arriver les poches vides, quoi. C'est bien d'en avoir toujours une préparée, même si très certainement, dans le cours de la conversation, il y en a une qui va sortir. N'hésitez pas à être curieux, je pense que le conseil a aussi été donné. Vous avez le nom de la personne qui va vous recevoir, jetez un œil sur son profil LinkedIn, verrez ce qu'elle a fait avant, et ça peut aussi être un moyen d'avoir des points d'accroche avec la personne. Et puis, peut-être mon dernier conseil, c'est que la première minute, en fait, elle est souvent déterminante. Si c'est en physique, le fait que la personne vienne vous chercher, vous serre la main et commence à parler avec vous dans l'ascenseur, dit déjà des choses de vous. Donc, soyez souriant, soyez avenant, et dites-vous qu'à partir de ce moment-là, vous commencez quelque part à être déjà évalué. Donc, voilà, faites attention et soyez vous-même. Merci David Alexandre. Donc à retenir, c'est vraiment se renseigner, s'entraîner, se préparer les questions aussi pour ne pas arriver sans questions, repérer le lieu, sourire. Je pense que le sourire, c'est hyper important aussi. Même si on est stressé, le recruteur, vous savez que les candidats, il y a un enjeu pour eux. Mais ce qui va être important, c'est le côté positif. On est là pour se vendre et puis on est là aussi pour argumenter les réponses. Alors, Sherazade, j'imagine qu'il y a de nombreuses questions. Est-ce que peut-être tu pourrais nous partager une question pour nos invités ou pour moi-même ? Oui, tout à fait, Carole. Effectivement, nous avons quelques questions auxquelles j'ai répondu dans l'onglet questions et non chat, dans l'onglet questions, posez vos questions et uniquement dans l'onglet questions. J'ai sélectionné quelques questions que je vais vous partager et puis vous verrez, donc certaines sont adressées. Il y a une question qui revient assez souvent. On a pas mal d'étudiants, en tout cas de candidats étudiants qui recherchent une alternance dans le domaine de la finance. Et question est posée à vous trois, nos invités, donc Florence, Candice et David Alexandre. Est-ce qu'il y a encore des recrutements sur les métiers en lien avec la finance dans vos entreprises respectives? Alors oui,
il en reste, même si pour être tout à fait transparente, le plus gros de la campagne alternance est passé. On a quasiment finalisé, nous, tous nos postes. Donc, il peut rester certains postes en centrale, donc au niveau de la tour, de l'organe central, mais aussi effectivement en région. Après, nous, le plus grand volume d'offres d'alternance pour le groupe BPCE sont sur les métiers du réseau commercial, où effectivement, il peut rester encore quelques places. Mais le gros, effectivement, se fait entre février. On a démarré très tôt, nous, cette année, la campagne, jusqu'à l'été. Mais il y a encore un reliquat de postes. Donc, effectivement, continuez à postuler comme vous expliquez, Florence. D'accord. Et chez vous, David Alexandre, au sein de Siemens? Ouais, alors on en a moins, on en a assez peu des postes financiers, on a plutôt des postes d'ingénieurs, des postes techniques en fait. Donc on en a eu quelques-uns au démarrage, mais qui ont trouvé preneur assez vite et aujourd'hui on n'en a plus. En revanche, et j'ai vu, je crois qu'il y a une question, et il y a peut-être d'ailleurs des profils parmi les auditeurs et les jeunes qui nous écoutent de RH. On a encore un poste de RH, on a eu un désistement tout récent, donc un poste basé à Vélizy sur vraiment un poste intéressant de RH généraliste. D'accord. Voilà, donc là on est tout à fait ouvert. D'accord. Merci David Alexandre. Et chez vous, Florence, alors, au sein de Orange? Nous, il reste, alors c'est pareil hein, que mes camarades, on n'a plus de postes en comptabilité, ça c'est terminé. Il nous reste, je crois, il doit rester 1 ou 2 postes de contrôleur de gestion en alternance dans une filiale du groupe, et vous retrouverez les annonces sur Orange Jobs, sur une filiale qui s'appelle Business et Décision. Donc je crois qu'il reste encore 1 ou 2 postes en alternance. Il nous reste, alors nous, ça fait partie de la filière finance, je crois aussi une alternance dans le domaine des achats. Donc, regardez, hein, il est encore vraiment là le temps de candidater. Il doit nous rester aussi quelques postes. J'ai vu qu'il y avait des gens qui me posaient la question. Je crois que sur Lyon, on a un poste aussi autour de la business intelligence, aussi toujours dans une filiale qui a démarré un petit peu plus tard. Hein, donc, c'est pour ça qu'ils sont encore en phase de processus de recrutement. Donc, voilà, il nous reste des postes. Je crois qu'il nous reste une alternance aussi sur un poste de chargé RH. Donc, prenez le temps de les regarder. Alors, certes, c'est peu 30 hein, à l'échelle du groupe Orange, mais il peut y en avoir des nouvelles qui arrivent. Et j'en profite pour dire, parce que j'ai eu quelqu'un qui a posé une question sur les stages, on va recruter plus de 1000 stages, 1000 stagiaires, donc soit pour des stages qui démarrent en janvier, soit pour des stages qui vont démarrer peut-être plutôt à partir de mars-avril. Donc, on est en train de collecter les besoins. Et donc, petit à petit, vont être mis en ligne sur notre site. Donc, pour ceux parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui cherchaient des stages aussi, n'hésitez pas à regarder. D'accord. Merci, pareil, merci Florence. Pour le groupe BPCE, on a aussi beaucoup de stagiaires, on a 2000 stagiaires. Donc voilà, on est plutôt, comme Florence l'évoquait, plutôt chez nous, hein, sur des stages de 6 mois. C'est plutôt la règle dans nos entités. Mais effectivement, on va avoir beaucoup de stages, notamment pour la communauté, donc l'organe central et Natixis. D'accord. Merci de cette précision et de ce complément. Recherche de stage, c'est même combat. Même conseil, même combat. D'accord. Après, on a d'autres questions qui sont autour de l'entretien de recrutement. Alors, on avait pu voir dans le sondage au démarrage de ce webinaire qu'il y avait des difficultés d'accès pour le coup à l'entretien, et pour autant, ça pose aussi des questions. Donc, vous êtes majoritairement pas encore arrivé à cette étape, mais vous avez des questions. Alors, vous dire que l'APEC, effectivement, peut vous aider, vous entraîner. Ça, on vous le dira par ailleurs et j'y ai répondu. Mais on a des questions aussi autour de l'entretien de recrutement à vous poser, à vous, nos invités, notamment sur la préparation qui peut être organisée autour de cet entretien. Je vais vous poser 2 questions. La première des questions, c'est, d'après vous, quelles sont les questions, donc c'est Abichan qui vous pose cette question-là, quelles sont les questions les plus pertinentes qu'on doit préparer avant un entretien, que ce soit des questions que l'on compte poser ou des questions que l'on anticipe? Oui, il y a des questions assez classiques. Hein, voilà, en gros, quelles sont les compétences que vous attendez sur le poste? Voilà, ça c'est assez classique. À qui le poste va être rattaché? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez me décrire un petit peu l'équipe, par exemple? Ouais, quelles sont les éventuelles difficultés du poste? Sous-entendu, moi, étudiant, il va falloir que je m'y prépare. Donc, quelles seraient les éventuelles difficultés? Voilà, ça, c'est des questions assez simples, on va dire, qui peuvent pratiquement s'appliquer à tous les entretiens. Et puis après, dans le fil de l'entretien, en fonction des informations que le consultant recrutement va vous donner, n'hésitez pas à rebondir, bien entendu. Hein.
tous les éléments, comme disait David Alexandre, de contexte, c'est-à-dire pour bien vous imprégner de l'univers professionnel dans lequel vous vous projetez déjà, d'aller effectivement creuser, alors pas sur des choses d'aller dans un détail ou faire des digressions très fortes, mais effectivement, quels sont les grands enjeux dans cette direction, quelles sont les principales missions sur lesquelles je vais travailler, quelles sont les urgences, ou quel est le contexte, qu'est-ce qu'il y a eu beaucoup de turnover, est-ce que c'est une création de poste, est-ce que voilà, avoir des éléments liés au contexte sur ce poste. Et moi, si je peux compléter… pardon, vas-y David. Moi, ce que je voulais compléter, c'est en fait les questions, c'est celles que vous avez, pour lesquelles vous avez envie d'avoir des réponses. Donc, moi, souvent, je sais que quand on prépare des gens, on leur dit, voilà, demandez par exemple, est-ce que vous avez déjà eu un alternant ? Comment ça s'est passé? Est-ce que je peux échanger avec lui éventuellement pour me renseigner? Qui sera mon tuteur? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un dans l'équipe? Voilà, posez des questions aussi qui importent pour vous. Un entretien, c'est pas, il n'y a pas un sachant et un candidat, il n'y a pas quelqu'un avec une position haute, et c'est un échange en fait. Donc, si vous avez vraiment des questions qui sont importantes pour vous, posez-les. En fait, il n'y a pas vraiment de questions interdites. Alors, souvent, les gens, ils n'ont pas forcément préparé leurs questions ou ils n'osent pas. Donc, on finit toujours par oui, quand est-ce qu'on aura la réponse? Oui, mais ça, vous l'aurez un jour. Donc, voilà. Mais si vous avez vraiment envie de savoir, posez la question en disant, voilà, votre quotidien, c'est comment? Finalement, voilà, qu'est-ce que vous allez attendre de moi? Qu'est-ce qui fait que, par exemple, vous ne seriez pas satisfait? Ou, voilà, allez-y, franchement, c'est votre moment et c'est votre moment d'échange. Comment va se passer l'intégration aussi? Ça peut être une bonne question. Quel est le process de recrutement? C'est quoi la suite? Alors, une question, alors ça c'est très perso, mais une question que je n'apprécie pas forcément, je vais prendre la question à rebours qu'on me pose, c'est, je ne sais pas, j'ai droit à combien de jours de RTT? Enfin, oui, dès le premier entretien, qu'on pose des questions sur tous les avantages, etc., ça ne donne pas forcément, à mon sens, une bonne image du candidat. Soyez là, surtout quand vous êtes jeune, et si vous postulez une alternance, vous êtes là pour apprendre en premier lieu. Donc, pour moi, c'est la qualité de la mission, de l'intégration qu'on va vous donner, qui sont primordiales. Faites-en le plus possible. C'est là où vous avez encore le droit à l'erreur. Quand vous aurez 10-15 ans d'expérience, vous n'aurez plus le droit à l'erreur. Donc, apprenez maintenant et oui, bien sûr, pensez aux vacances, il faut se reposer et se recharger en énergie, mais je dirais après, vous avez le temps. D'accord, merci. Dernière question. Juste petit complément sur les questions. Et on n'a pas évoqué les questions à ne pas poser. Enfin, il y avait un petit item tout à l'heure sur, je vois qu'on l'a passé, mais sur les questions effectivement qui peuvent être à la fin de l'entretien et qui effectivement, moi, à titre perso, voilà, sont pas forcément indiquées. Et c'est spontané. Les candidats, tout de suite, à la fin de l'entretien, ils vous disent « Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ma prestation ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que… » Voilà, moi, j'avais effectivement pour habitude de dire « Voilà, le recrutement, c'est comme le bon vin, ça se laisse décanter. On ne peut pas vous faire une réponse à chaud puisque le recrutement, c'est une comparaison et vous pouvez faire un excellent entretien et avoir meilleur que vous, ou vous pouvez effectivement avoir un entretien sur lequel on reviendra vers vous en vous expliquant pourquoi votre candidature n'a pas été retenue. Mais ça, c'est le temps d'eux. Et en fait, cette question, elle n'a pas… Soyez vigilants et à mon avis, voilà, posez d'autres questions comme on vous a expliqué plutôt que celle-ci, qui prend le recruteur effectivement un peu en otage sur cette question. Merci beaucoup pour le coup, Candice, sur ce qu'il faut éviter, vous regardant sur ces deux questions à ne pas poser, puisque du coup, là, en tout cas, tous les trois, vous avez pu apporter des éléments de réponse à nos étudiants candidats qui s'interrogeaient fortement sur quel type de questions est-ce que je peux poser, puisque à la question « Avez-vous des questions ?» on a pu comprendre derrière la question que c'était délicat pour eux d'identifier le type de questions qui étaient à poser. Et ensuite, vous n'avez pas précisé ce qui était à éviter ou à ne pas faire du tout, qui était pour le coup rédhibitoire et des éléments d'interprétation. Une dernière question, parce qu'on arrive très rapidement à la fin de ce webinaire et d'arriver à la conclusion. Dernière question, c'est pour une alternance en 2024, quand est-ce qu'on peut commencer à sa recherche? Dites-nous juste en un mot. Quand est-ce qu'on peut commencer sa recherche? Chez Siemens, ça comptait du printemps 2024. Voilà, printemps 2024. Voilà, on lance notre campagne en mars-avril. Donc, à partir de ce moment-là, ça commence à être bon. Très bien. Alors, pour BPCE? Pour le groupe BPCE, nous, on va démarrer un petit peu plus tôt. Mon objectif, c'est que toutes nos offres d'emploi soient en ligne à la mi-février, en tout cas fin février.
il est sûr que le plus gros de nos offres seront en ligne. C'est l'objectif. Voilà, on se fixe mi-février, mais fin février, il est sûr que vous aurez beaucoup d'offres d'alternance en ligne sur le site BPCE Recrutement. Merci. Et pour Orange, le groupe Orange? Oui, alors nous, c'est plutôt, comme David et Alexandre, c'est plutôt effectivement au printemps, parce qu'on travaille aussi en partenariat avec un certain nombre d'écoles, donc il faut aussi que les étudiants aient les résultats de leur demande d'admission dans un certain nombre d'écoles. Donc ça va dépendre selon le niveau de diplôme. On va plutôt recruter en premier jusqu'à la licence, après on termine plutôt par les masters. Mais effectivement, c'est plutôt, voilà, on commence. Nous, on a une équipe dédiée qui vient aussi travailler sur le sujet pour nous aider vu les volumes. Ils arrivent en général fin mars, donc on commence vraiment à monter en puissance sur avril. Merci. Carole? Merci beaucoup du coup pour ces questions que tu as pu nous partager. Alors pour finaliser, parce qu'il reste une petite minute, voilà, on vous a préparé une petite boîte à outils que vous allez pouvoir télécharger dans l'onglet Apps qui est en bas à droite. Vous pouvez aussi faire des captures d'écran voilà, sur différents sites incontournables. Les prochains rendez-vous également et à ne pas manquer un petit peu partout en France. Et puis, on se retrouve, si vous le souhaitez, avec Sherazade demain sur un web atelier où on sera en plus petit groupe pour travailler votre plan d'action personnalisé. Donc, vous avez un nouveau sondage qui vous permet peut-être de vous inscrire du coup sur ce web atelier. On vous enverra un lien Teams demain à 12h30 sur une durée de 2 heures ou vendredi matin à 11h. Donc, n'hésitez pas sur l'onglet sondage à vous inscrire. Nous vous enverrons une invitation dans l'après-midi, voire demain matin, pour qu'on puisse travailler de manière, voilà, sous des petits groupes, cette recherche d'alternance avec un plan d'action où on pourra revenir sur nos conseils du jour. Et je tiens vraiment beaucoup à vous remercier de vos réactions, de vos questions et puis surtout de vos réponses à vous, Florence, David, Alexandre et Candice. Voilà, c'est très précieux d'avoir, en plus du conseil APEC, le conseil recruteur de ce que vous pouvez vivre et ressentir aussi dans votre quotidien, parce que c'est vrai que c'est pas facile de candidater, c'est pas facile non plus toujours de recruter et avoir une vision de l'autre côté finalement du bureau, c'est très riche et merci beaucoup. Merci à vous. Avec plaisir.